ou à Luxembourg ou dans toute autre capitale. Donc ça, c'est la négociation permanente qui peut parfois tendre vers la palabre, puisque vous avez cité ce mot, c'est vrai. Cependant, elle n'est pas totalement inutile. D'ailleurs, les Africains vous vanteront les mérites de la palabre qui permettent à chacun de s'exprimer et d'arriver à une solution. Ce n'est pas forcément péjoratif comme terme. Et il y a une règle qui n'est souvent pas observée par les Français dans ce genre de discussion, c'est le respect de l'autre. C'est-à-dire que il faut parler, bien sûr, mais il faut aussi savoir écouter et il faut savoir complimenter. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit des choses intéressantes, il faut savoir un peu aller le flatter, lui dire, mais, parce que c'est vrai, parce qu'il a dit des choses intéressantes et qu'on va en tenir compte. Les dirigeants français, malheureusement, ont un comportement trop souvent assez désagréable dans ce genre d'instance. Ils arrivent au discours qu'eux vont prononcer, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas le discours de ceux qui sont avant et ils ne restent pas pour écouter ceux qui sont après. Et ça, c'est très négatif parce que c'est ce qu'on appelle l'arrogance française. Vous savez que la réputation est un peuple extrêmement arrogant. Et je crois que c'est une grave erreur et il faut savoir prendre le temps d'écouter les autres. C'est un point important, mais je pense que vous le savez vous-même dans les négociations. Alors, je voudrais citer 2 cas de négociations auxquels j'ai été mêlé. De près, je les ai choisis parce que ces négociations ont eu un début et elles ont eu une fin. Elles sont très, très différentes l'une de l'autre. La première dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle la desserte aérienne de Berlin. C'était avant la réunification de l'Allemagne. Berlin, à l'époque, était encore sous régime d'occupation, c'est-à-dire que c'était les grandes puissances, Union soviétique, parce qu'il y a encore l'Union soviétique, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France qui en avaient la gestion directe de Berlin et la responsabilité. Et donc, sur le plan aérien, ça veut dire que seules les compagnies françaises, américaines et britanniques avaient le droit de desservir Berlin-Ouest. Or, on s'était aperçu que cette desserte était insuffisante et le président Reagan, dans une visite célèbre qu'il a faite à Berlin, avait annoncé qu'on améliorerait cette desserte de Berlin pour que les gens de Berlin puissent circuler, aller et venir au-dessus du territoire de l'Allemagne de l'Est et rejoindre l'Allemagne fédérale. Donc la négociation s'est engagée sur ces termes-là pour donner une suite, parce qu'il y avait le monopole, mais ce monopole était exercé par consensus. Et donc, il fallait savoir combien de sièges, parce qu'on parle en termes de sièges d'avions, on devait augmenter la desserte de Berlin. Alors, la négociation a commencé assez lentement sur le terme d'abord de dire combien il faut ajouter de sièges. Alors là, c'est une négociation d'experts qui sont arrivés à l'idée qu'il fallait ajouter 2 millions de sièges à la desserte aérienne de Berlin, 2 millions par an. C'est sièges par an. Alors, une fois cela établi, là, le consensus a été assez facile à obtenir. Négociation nouée pour savoir si c'était Air France, Pan American ou British Airways qui allait avoir ces sièges. Et là, il y a eu un événement assez rare et une faute diplomatique grave de notre collègue américain qui a dit « Vous savez, on a une négociation avec vous, mais sachez-le, de toute façon, c'est nous qui aurons l'intégralité des 2 millions de sièges. » Tout ça se passait en anglais. Et j'étais un peu surpris quand même, mais je lui ai demandé de répéter ce qu'il avait dit. Je lui ai dit, je ne suis pas sûr, j'ai peut-être pas compris, mais il a bien répété que le but de la négociation était d'obtenir que tous les sièges soient attribués à Pan American, en l'occurrence. Donc je lui ai dit, écoutez, moi je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour entériner ça. Je suis parti, je suis rentré en France, et la négociation s'est arrêtée pendant un bon petit moment. Entre-temps, ça nous a permis avec Air France de voir ce qu'il fallait faire, et Air France a eu l'idée extraordinaire, très intelligente, je trouve, de créer une compagnie nouvelle pour desservir Berlin et en partenariat avec Lufthansa. Alors, pour qu'une compagnie soit considérée comme française en termes aériens, il faut qu'elle ait 51% des parts d'action. Donc, on a fait un partenariat 51-49 et la négociation a repris sur un tout autre niveau puisque nous avions les Allemands derrière nous, en l'occurrence. Donc, dans cette négociation, nous parlions au nom de cette compagnie nouvelle qui s'appelait Euro-Berlin, mais évidemment avec l'appui des Allemands. Donc la négociation, du coup, a monté de plusieurs crans. Elle est montée progressivement jusqu'au niveau des ambassadeurs de France, des États-Unis et du Royaume-Uni à Bonn, parce que c'est encore la capitale à Bonn.
et au niveau du secrétaire d'État allemand qui, normalement, ne participait pas aux négociations, mais en l'occurrence était à nouveau. Donc nous avons réintroduit les Allemands dans l'affaire. C'était extrêmement brutal. C'était à la limite des injures et de la diffamation. On m'a accusé d'avoir reçu de l'argent de la part d'Air France pour faire tout ça. Enfin, c'est assez désagréable. Ça s'est terminé un beau soir. Et j'ai dû vraiment retenir notre ambassadeur de conclure un accord. Je crois qu'il fallait aller jusqu'à la rupture. Et l'ambassadeur d'Allemagne, des États-Unis était très, très mécontent de moi. Il dit « Who is that guy ?» Qui est ce type qui empêche les choses de se conclure. Moyennant quoi, le soir, très tard, nous avons fini par dire « Tout le monde aura tout ce qu'il veut ». Donc, tout le monde a pu avoir tout ce qu'il avait réclamé. Donc, Euro-Berlin a pu se mettre en route. Et ça a tellement dissuadé les autres que, en particulier les compagnies américaines, parce que plusieurs compagnies s'étaient mises sur les rangs, ont toutes renoncé aux droits qu'ils avaient obtenus. Donc ça a été un succès assez important, puisque au départ, nous ne devions avoir rien, et nous avons eu à la fin pratiquement tout. Donc c'était une négociation intéressante, qui n'a pas eu beaucoup de suite, parce que tout ça s'est terminé début 89, et que quelques mois plus tard, c'était la réunification, enfin c'était les événements de Berlin que vous connaissez, et la réunification, y compris la réunification en termes aériens. Je me souviens du président de la Lufthansa disant « Maintenant, nous allons revenir sous notre propre drapeau à Berlin ». Et j'ai vécu l'affaire de l'autre côté, puisqu'entre-temps, j'avais été nommé à Berlin-Est et assisté à la réunification de l'Allemagne. Donc, vous voyez, une négociation assez dense qui montre bien que, à la fois, il faut savoir cacher ses cartes quelquefois, et que la négociation, c'est pas forcément faire la moitié du chemin en direction de l'autre. Il faut savoir parfois aller jusqu'à la rupture pour obtenir ce que l'on veut. L'arrogance, dans ce cas, n'était pas française. Je l'ai été un petit peu parfois, mais au départ, elle était américaine. Américaine qui considérait qu'ils étaient supérieurs à tous les autres, et puisque c'était le président Reagan qui avait eu l'idée, c'était à eux de l'obtenir. L'autre cas que je voudrais citer, c'est la négociation de la dette du Nigeria au Club de Paris. Alors, rapidement, de quoi s'agit-il ? Le Nigeria était un pays extrêmement endetté. Sa dette se montait à 31 milliards de dollars au début de la négociation, d'ailleurs en 2005. Donc ces négociations ont lieu au sein du Club de Paris. 31 milliards, c'était à la fois le montant de ce qui n'avait pas été remboursé, mais aussi des intérêts de retard, des pénalités, de toutes sortes de choses qui s'étaient ajoutées et qui avaient surtout été contractées à l'époque des régimes militaires, parce qu'il y a une série de régimes militaires au Nigeria, et souvent il n'y a pas eu de suite. En fait, cet argent a été dilapidé et détourné. Donc le peuple nigérian avait vraiment l'impression d'une dette injuste qui pesait sur lui et qu'il fallait en finir. Donc rapidement, nous sommes aperçus, un certain nombre d'ambassadeurs, que cette dette pesait extraordinairement non seulement sur les finances, puisque ça représentait quand même pas loin de 10% par an du budget de l'État pour rembourser cette dette. Donc le montant total était 2 fois le budget de l'État et le coût était plus d'1,5 milliard sur 15 milliards. Et puis nous sentions aussi qu'il fallait encourager ce nouveau régime démocratique qui se mettait en place et qu'une des meilleures façons pour l'aider était de supprimer cette dette qui en même temps pesait sur le peuple dans le sens où ils avaient l'impression que ça les empêchait d'avancer. Donc il y a eu une convergence à la fois des pays qui avaient le plus grosse créance sur le Nigeria, le Royaume-Uni et la France, et du gouvernement nigérian qui avait à sa tête, qui avait comme membre une ministre des Finances qui était elle-même une ancienne de la Banque mondiale, une des vice-présidentes de la Banque mondiale, et nous avons travaillé ensemble, je dirais, pour expliquer au Club de Paris qu'il fallait faire un geste et qu'il fallait en terminer avec cette dette. Alors, nous étions, comme je l'ai dit, le deuxième créancier et nous présidons le Club de Paris qui, comme son nom l'indique, se tient à Paris. Alors,
comment faire? J'avais été d'abord voir mon collègue britannique en lui disant, je crois qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il se trouve que les Britanniques aussi, à ce moment-là, étaient intéressés à faire quelque chose parce que ils étaient en présidence européenne et que c'était l'année de l'Afrique aussi à ce moment-là. Donc, M. Gordon Brown, qui était le chancelier de l'Échiquier, qui est maintenant le Premier ministre britannique, était disposé à faire quelque chose. Et moi, mon rôle consistait à convaincre le président de la République, et le nôtre, qu'il fallait aussi faire quelque chose. Il se trouve que il y a parfois de la chance aussi dans ces négociations que venait un de ses émissaires, qui était M. Camp-Dessus, qui venait pour toute autre chose, venait pour un séminaire dans lequel il devait prendre la parole, ancien président du FMI, que j'ai invité à déjeuner, et je lui ai dit, voilà, il faut qu'on fasse un travail en commun pour convaincre le président de la République. Il m'a beaucoup aidé, il a rencontré le président Obasanjo à sa ferme, donc là aussi une négociation d'homme à homme assez personnalisée, et puis le président Obasanjo a été invité en France, donc c'était l'occasion pour le président de la République d'en parler, et les instructions ont été données à M. Breton, qui était notre ministre des Finances à l'époque, de faire quelque chose, sachant que le Trésor, qui est gestionnaire de cette affaire-là, était totalement hostile à un traitement de la dette du Nigeria en disant « c'est un pays riche, il n'y a pas de raison de lui faire de cadeaux ». En fait, c'est un pays riche, mais la production de pétrole du Nigeria n'est pas supérieure à celle du Koweït. Le Koweït, c'est au maximum 10 millions d'habitants. Le Nigeria, c'est 150 millions, comme je vous l'ai dit. Donc, la répartition de la manne ne se produit pas dans les mêmes conditions. Donc, le Nigeria reste un pays pauvre, avec un PNB faible. Donc, il y a eu un certain nombre d'opportunités. La négociation s'est nouée. Malheureusement, là, c'est là où il y a une part d'échec. Le ministère des Finances a été tellement réticent que nous n'avons pas su. C'était l'occasion d'obtenir un certain nombre d'avantages pour nous. Premier avantage, ça aurait consisté à obtenir que l'argent qui serait libéré, donc en gros $1 milliard, soit bien consacré aux objectifs du millénaire, santé, éducation, l'eau, etc. Donc ça n'a pas été fait. Et la deuxième chose, c'est que nous-mêmes avions un certain nombre encore de créances nouvelles auprès d'entreprises françaises, leur disant écoutez, on efface votre dette, mais il faut quand même que vous payiez les entreprises françaises. Ça n'a pas été fait non plus, parce que le Trésor, presque jusqu'au bout, n'a pas cru qu'il y aurait un accord et donc a mal négocié cette affaire-là. Or, c'est lui qui, quand même, sur le terrain, avait les cordons de la bourse. Alors, il y a eu des allers-retours très nombreux. Je me souviens qu'un beau matin, j'étais sur mon cheval à 7 heures du matin et je reçois un coup de téléphone de la ministre des Finances en me disant « ça se passe mal, vous ne tenez pas vos engagements, appelez le président de la République et dites-lui que vos négociateurs ne font pas ce qu'il faut ». Donc, à 7 heures du matin, j'ai appelé sur mon portable Élysée, j'ai trouvé quelqu'un, et le message a été transmis et les instructions ont été données. Donc, quelquefois, vous voyez, on joue presque aussi pour le pays qui vous reçoit quand on pense qu'il est légitime, il est moralement légitime que cette dette s'est effacée, parce que cette dette avait été accumulée dans des conditions, comme je vous ai dit, tout à fait anormales. Bon, ça s'est terminé par quand même un accord très favorable, je crois. Nous avons effacé 60% de la dette du Nigeria. Le Nigeria nous a remboursé cash 40% de la dette, qui n'est pas si mal pour une sorte de liquidation de faillite, qu'ils ont payé effectivement rubis sur l'ongle. Donc pour la France, la dette était de 6 milliards, enfin la créance était de 6 milliards, 3 milliards 6 ont été effacés et 2 milliards 4 ont été payés cash, c'était des milliards de dollars. Hein. Voilà donc un petit peu sur cette négociation. Alors, rapidement, si vous voulez une réflexion sur les conditions du succès, d'abord bien mesurer les enjeux, il faut faire participer tous les intervenants, il faut recevoir des instructions claires, ce n'est pas toujours le cas, quelquefois il n'y a même pas d'instructions écrites. Hein. Le soutien, il faut que le négociateur ait un soutien, qu'il ait un interlocuteur, une interface à Paris. Il faut disposer d'une certaine capacité de manœuvre et savoir saisir les opportunités. Alors évidemment, ces négociations ont un caractère assez secret. Si on dit à l'avance quelles sont ces cartes et ce qu'on a l'intention de faire, on donne évidemment un avantage à la partie adverse. Et si on peut une comparaison militaire, que penserait-on d'un général qui dévoilerait avant la bataille ses moyens, son dispositif, ses effectifs et la manœuvre qu'il compte effectuer? On penserait que c'est un très mauvais général. Le diplomate se trouve un peu dans la même position, de cacher son jeu et de le faire évoluer en fonction des événements. Voilà. Je vais m'arrêter, je crois, sur ce point.
de la négociation. Je pense qu'ensuite, il faudrait peut-être que nous discutions sur un certain nombre de sujets. Et j'en viens un peu à ma conclusion, qui est celle-ci. Votre première séance était consacrée à la tour de Babel hospitalière. Dans un sens, on peut dire que le diplomate, à travers son action, essaie de mettre de l'ordre dans la tour de Babel mondiale. Très longtemps, il l'a fait dans l'esprit d'établir la domination d'une race, d'un peuple ou d'une nation sur d'autres. Cette tentation existe toujours, souvent couverte par la notion de la responsabilité mondiale de telle ou telle nation. Ce qui est nouveau, je crois, dans la diplomatie aujourd'hui, c'est la montée de deux notions qui sont souvent complémentaires. Celle qu'il est possible de bâtir un monde plus juste et celle qu'il y a des enjeux mondiaux qui ne peuvent trouver de solution dans le cadre d'une diplomatie fondée sur les égoïsmes nationaux et les rapports de force traditionnels. Dans ce sens que la France fait progresser actuellement l'idée de biens publics mondiaux qui demandent une gestion mondiale. Cette idée de responsabilité globale, mondiale, est relativement facile à énoncer. Sa mise en œuvre, en revanche, est évidemment beaucoup plus complexe et exigera pour le diplomate d'effectuer une véritable révolution conceptuelle et méthodologique. Mais même à ce prix, il faut savoir que la partie n'est pas gagnée, dans la mesure où il est vrai qu'une grande partie de la planète a une revanche à prendre sur ceux qui l'ont dominée pendant des siècles. Peut-être que la suprématie de l'homme blanc ne durera pas, et il reste pour nous à trouver les mots justes pour d'abord conceptualiser, puis convaincre de la nécessité d'un changement dans les pratiques diplomatiques et également à la nécessité de la transparence, une transparence réelle pour éviter d'inquiéter les opinions publiques. Voilà, merci beaucoup. J'étais très heureux de participer à vos travaux.